Les fans de Manchester United qui empêchent la tenue du match contre Liverpool après avoir contribué à la victoire contre la Super League. Est-ce que les supporters ne seraient pas en train de gagner du terrain, voire gagner leur place dans la gouvernance des clubs de foot? Ça mérite pas un entre-deux, ça, monsieur Vincent? Ah oui, Philippe, le pouvoir des fans ou les fans au pouvoir, voilà un éternel débat. Parti pour un entre-deux. Oui, il se passe vraiment quelque chose dans le monde ultra-capitaliste des clubs de foot. Ce dimanche, Manchester United, invasion du stade et du terrain par les fans, empêchant la tenue du fameux match contre Liverpool. Mouvement d'humeur des supporters contre des propriétaires ou une direction de club. On connaît Marseille, Nantes, Bordeaux, mais aussi Manchester United, et ce depuis 2005, élément de contexte, lorsque les frères, les Américains, Avram et Joey Glazer achètent Manchester United pour plus de 800 millions de livres. Et bien d'emblée, un certain nombre de supporters se détournent du club et créent même un deuxième club amateur, le United Football Club, qui reprend les couleurs vert et or de Newton Heath, le club d'origine de United. Autre élément de contexte indispensable, le rejet de la Super League, rejet massif de la part notamment des supporters, et notamment des supporters anglais qui ont été très très actifs et ont surpris les propriétaires. Et on peut ajouter à cela le projet d'Arsenal. Daniel Ek, le Suédois fondateur de Spotify, est en pleine réflexion pour essayer de reprendre Arsenal en s'appuyant sur Thierry Henry, Bergkamp, Vieira, ça c'est plus classique, mais aussi sur la participation des supporters. Conclusion, il se passe vraiment quelque chose dans le football et les supporters veulent jouer un rôle de plus en plus actif, et pas seulement les ultras qui d'ailleurs parfois par leurs excès ont pu desservir en quelque sorte la cause. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit que les propriétaires qui ont fait en quelque sorte un peu abstraction de la valeur supporter, car les supporters représentent une valeur importante dans la valeur d'un club, eh bien ces propriétaires ont connu des difficultés et l'OM en a été un témoin essentiel. Et puis après tout, ça existe. À l'Athletic Bilbao, au Barça, au Real, les socios, les supporters, élisent le président du club. Alors on peut toujours évoquer que c'est une culture différente, culture très spécifique à l'Espagne. Malgré tout, en France, on voit que Bastia a dévolu 20% de son capital aux supporters, le FC Rouen 6%, et Tours envisage même de se constituer en coopérative avec un principe un homme égale, ou une femme, égale une voix. Donc oui, des supporters impliqués dans la gouvernance d'un club, mais bien sûr que c'est possible. Et alors tout le débat est lié finalement au projet de Super League. Ce projet de Super League a été grandement piloté par des investisseurs, des propriétaires de clubs américains, que ce soit à Liverpool, à Manchester United, à la Roma, mais aussi donc dans les différents championnats que l'on a pu voir. On a donc cette distance avec des actionnaires qui ne sont pas football, soccer natifs. Et c'est peut-être plus ça qui a posé un problème aux supporters. Je ne crois pas qu'ils soient contre le football mondial et les grandes stars qui ont de grands salaires. Je ne crois pas non plus que post-Covid on perdra le public dans les stades, qu'on perdra fortement l'audience, tous médias confondus et pas uniquement télé, par rapport à ce jeu qu'est le football. Je pense que la passion va rester la même, et donc les grands joueurs vont continuer à avoir de grands salaires. Dans ces conditions-là, les risques de perte sont importantes. On peut regarder la Roma qui a 200 millions d'euros, 300 millions d'euros de dettes, le Barça qui a 1 milliard de dettes. Eh bien, ce ne sont pas les supporters qui seront en capacité de subvenir à cela. Et donc, on va arriver sur un point qui est assez simple. C'est celui qui paye qui décide la plupart du temps. Et donc, je ne vois pas à court terme, du moins pour les clubs à forte ambition. Tu as évoqué le sujet
de Bastia, de Rouen ou de Tours. Je pense que là, on peut avoir un ancrage local et de prise de participation des supporters, c'est concevable. Pour des clubs importants, ou du moins à l'ambition internationale, ça me paraît très compliqué. Alors Vincent, j'entends tes réserves bien sûr sur la participation des supporters à la gouvernance d'un club, mais comme je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai convoqué un arbitre pour nous départager. Il s'appelle Didier Poulmer, il est juriste, il est avocat. Et première question très simple, Didier, pensez-vous comme moi qu'une telle gouvernance avec les supporters soit tout simplement possible? Oui, je pense que ce n'est pas simple parce qu'effectivement, il faut structurer les choses et il faut les canaliser un peu et leur expliquer ce que ça veut dire que de siéger dans des conseils d'administration ou des organes de direction. Mais je pense que c'est... Je vais faire l'appel à un avocat et un juriste comme vous, Didier, c'est que la gouvernance, cette gouvernance, elle est forcément pas simple. Ça ne peut pas être un homme égale une voix sur chaque décision du club à chaque fois qu'on veut choisir un entraîneur ou installer des buvettes dans le stade. Donc on ne peut pas voter comme ça gaillardement à chaque fois. Donc comment ça pourrait marcher? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui différentes formules. Si on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, ça va d'une formule américaine où on a vu le public, les supporters permettre à une franchise américaine qui est les Green Bay Packers de se remettre à flot, et ils n'ont quasiment aucun pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de mettre de l'argent dans la franchise et de n'avoir aucun pouvoir. C'est indiqué très clairement dans les documents par lesquels ils sont devenus actionnaires du club. Et on a une formule dans les schémas de socios espagnols où là il y a une organisation et une distribution des pouvoirs assez subtile mais qui est intéressante à regarder. Et puis on commence à avoir des formules plus modernes peut-être. On a la société coopérative, la SIC en droit français, qui maintenant va être sans doute adoptée là tout prochainement pour un club professionnel de pouvoir adopter cette formule, qui est une forme quand même de gouvernance ouverte, en tout cas élargie, avec la possibilité de créer des familles au sein de la gouvernance. Donc c'est une piste intéressante. Et puis je pense que dans les semaines et mois qui viennent, avec ce qui s'est passé, on l'a vu encore hier soir avec Chelsea qui a fait en sorte que 3 représentants des supporters puissent siéger au conseil d'administration 4 fois dans la saison, avec là aussi une organisation de leur rôle. Je pense qu'on va arriver à des formules modernes qui vont permettre, je pense, de les associer encore plus. On sent une pression quand même, je pense, qui est légitime de la part des supporters, qui est venue contrer, on l'a vu récemment dans la Super League, une espèce de financiarisation qui s'accompagne aussi quelquefois d'une déshumanisation et d'une atteinte aux valeurs du sport. Donc je pense que la voie est ouverte pour réfléchir à des formules qui fonctionnent, parce qu'il faut tenir compte de ce qu'est une entreprise, bien entendu, et qui donne peut-être la voix et la parole à certains supporters. Alors Vincent, est-ce que tu es convaincu ou as-tu encore des réserves? J'ai bien peur que je ne vais pas faire appel à un ami ni à 50-50, mais je pense quand même que ce que nous présente Didier est forcément intéressant, mais il y a une forme d'habillage, parce qu'au bout du bout, il va bien falloir trouver quand même quelqu'un qui paye, qui fasse le chèque. Et si le projet de Super League a été porté par notamment les Espagnols, qui ont un modèle de socios, c'est bien parce qu'on est dans un football mondialisé avec des budgets toujours plus importants. Et ça, je ne suis pas sûr que ça descende du jour au lendemain. Et là-dessus, le problème des supporters, c'est qu'ils n'ont pas la surface financière pour faire le chèque en fin de mois. C'est bien ça le problème. Donc, le modèle de cogestion, parce que ce que tu évoques, Didier, c'est un peu un modèle un peu à l'industrie allemande, avec l'implication notamment des syndicats dans les industries, une forme de cogestion. Ça peut être réduit à un habillage peut-être, non? Écoute, tu as raison, il faut se méfier des formules qui seraient juste des formules d'apparence, mais j'ai eu le sentiment, en regardant ce que Chelsea a annoncé hier soir, qu'il y avait quand même, parce que c'est plutôt là, les anglo-saxons, on les connaît pour leur pragmatisme et ils sont plutôt des symboles du capitalisme. Donc le fait qu'ils aient fait un pas en direction des supporters et qu'ils les intègrent directement dans le conseil d'administration, avec certes, c'est vrai, des règles particulières, mais j'ai trouvé intéressante l'initiative. Et il y a peut-être, nous, en France, on a cette capacité quelquefois créatrice. Il faut peut-être observer, analyser ce qui s'est fait un peu partout dans le monde, dont
vous citer quelques exemples. Et on a peut-être, tu as raison Vincent, la possibilité de conserver un modèle dans lequel effectivement ce sont ceux quand même qui financent, qui doivent driver le process, qui doivent donner les orientations, ça me paraît évident, mais avec un équilibre qui peut être fait sur certaines décisions. Les socios l'ont fait, en Espagne tu connais le modèle, il y a bien une possibilité de pouvoir voter sur certaines décisions. Par contre, la gestion opérationnelle et la manière dont le club est géré est effectivement l'excès des professionnels. Ça, je crois que là-dessus, il n'y a pas de doute. Merci monsieur l'arbitre Didier Paulmer, vous étiez très utile pour arbitrer entre nous et puis après évidemment les gens votent, c'est eux qui vont dire s'ils y croient ou s'ils n'y croient pas. Merci Didier. Merci à vous deux.